Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise et des RH sur le dialogue social en ces temps de crise sanitaire. Donc quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique. C'est également un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair, à de nombreux modèles de courrier ou de contrats, ce qui est très pratique et qui fait gagner énormément de temps. Et nous avons également une équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Nous avons également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Bergeau, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Il est avocat en droit du travail au barreau de Paris. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité, Maître Bergeau, qui va donc y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes pour la durée de cette webconférence et nous essaierons de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions, j'ai deux collègues juristes, Alice et Alexandra, qui sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître soit sur le côté, soit en bas de votre écran. Et pour le chat, c'est une petite main qui apparaît. Donc nous avons, ultime précision, pardon, j'oubliais de vous parler de la présentation que vous devez voir également à l'écran, où vous avez les coordonnées de Maître Bergeau. N'hésitez pas à le contacter pour toute question juridique à l'issue de cette webconférence. Donc, vous nous avez envoyé encore une fois énormément de questions en vue de cette webconférence et je vous en remercie. Donc, ces questions ont été regroupées sous trois thématiques différentes. D'abord, l'organisation des élections. Ensuite, la négociation d'accords d'entreprise et les réunions de CSE. Donc, la plupart de vos questions, que vous soyez employeur, RH ou représentant du personnel, portaient sur la tenue des réunions de CSE qui ont été bien impactées pendant cette crise sanitaire. C'est donc sur ce sujet que portera notre sondage, que mes collègues vous envoient actuellement le lien dans le chat et nous regarderons donc vos réponses dès que nous aborderons ce sujet. Donc, commençons tout d'abord par l'organisation des élections. Peut-on organiser des élections de CSE en ce moment et comment le faire, notamment si les salariés sont en télétravail ou en activité partielle? Alors oui, je dirais même que l'employeur doit maintenir les élections professionnelles, sauf s'il est dans l'impossibilité matérielle et donc objective d'organiser le processus électoral dans des conditions assurant la sincérité du scrutin. Alors, de mon point de vue, en pratique, l'organisation des élections est tout à fait possible. Tout d'abord, le protocole préélectoral peut tout à fait être négocié par visioconférence ou audioconférence. La solution est admise. Beaucoup d'entreprises, de partenaires sociaux l'utilisent et elle ne pose pas de difficultés pratiques. Par ailleurs, le protocole d'accord préélectoral peut tout à fait être signé par voie électronique via un prestataire certifié. Il en existe plusieurs sur Internet. Ou même, nous dit la direction du travail, par échange de PDF, c'est-à-dire que l'une des parties signe le protocole d'accord préélectoral, l'envoie à une autre partie qui l'imprime, le signe, le renvoie à une autre organisation, etc. Et la souplesse est assez grande parce que le ministère du Travail précise même qu'on peut signer individuellement des PDF d'un même accord
et ensuite, on prend tous les exemplaires de ces PDF, donc avec une signature à chaque fois, on le joint en un seul PDF et on l'envoie de cette manière à l'administration. Donc, les solutions sont tout à fait simples. Un point d'attention également quand même, c'est qu'il faut s'assurer que les salariés peuvent voter sans aucun problème, ce qui est évidemment important. Mais encore une fois, ça ne pose pas de difficulté pour deux raisons. Tout d'abord, le vote électronique est tout à fait possible. Je rappelle la disposition du Code du travail, article R 2314-5, l'élection des membres de la délégation du personnel du CSE peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance, donc aucune difficulté. Et si l'employeur choisit de ne pas recourir au vote électronique, je rappelle que le vote par correspondance est tout à fait possible et qu'il peut être généralisé, donc sans aucune condition. Donc ici encore, pas de difficulté. Un point d'attention, à mon avis tout de même, si le vote par correspondance est complètement généralisé, l'employeur doit tout de même faire attention, il faut pouvoir organiser un bureau de vote. Donc il faut s'assurer qu'il y aura suffisamment de salariés pour tenir le bureau de vote. Mais la jurisprudence, ici encore, nous donne une solution parce qu'il peut y avoir un seul bureau de vote, même s'il y a plusieurs collèges. Donc, ça peut être une solution de souplesse et le protocole d'accord préélectoral peut tout à fait prévoir qu'il n'y aura qu'un seul bureau de vote en raison de la crise sanitaire. C'est tout à fait possible. Oui, je précise, dernière précision si vous me le permettez, qu'en cas d'impossibilité, l'employeur peut exceptionnellement reporter les élections professionnelles, mais on voit mal, selon moi, comment l'employeur en tout cas pourrait justifier d'une telle impossibilité. Et en cas de report, si l'entreprise dispose déjà d'un CSE, il ne faut pas qu'il y ait de période de carence, et donc il faut éventuellement que l'employeur conclue avec les organisations syndicales représentatives un accord de prorogation des mandats. Tout à fait. Et par rapport au vote par correspondance, je signale également aux élus qu'ils doivent être mandatés par leur syndicat, quand ils représentent des organisations syndicales, pour pouvoir aller relever le courrier avec l'employeur et vérifier que le scrutin se déroule correctement. Voilà. Alors, qui dit élection dit campagne électorale. Comment la faire en ce moment et plus généralement, comment diffuser des tracts ou convoquer d'éventuelles assemblées générales de salariés alors que le télétravail est généralisé et que l'usage des mails professionnels est interdit par le règlement intérieur? Alors, bien entendu, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que tant que cela est possible, les syndicats doivent pouvoir mener leur campagne électorale selon les modalités habituelles. Donc la Covid-19, bien entendu, ne doit pas être un prétexte pour l'employeur pour faire obstacle à cette prérogative. Je rappelle que des publications et des tracts peuvent être librement diffusés dans les locaux de travail aux heures d'entrée et de sortie du personnel. La distribution est réservée dès lors aux syndicats qui ont créé une section syndicale dans l'entreprise. À l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise, les distributions de tracts sont possibles sans aucune restriction. Bien sûr, il faut respecter les gestes barrières, mais il y va de la responsabilité de chacun. En tout cas, c'est complètement libre. De même, les communications syndicales peuvent être affichées sur les panneaux réservés aux organisations syndicales. La seule obligation, c'est que l'organisation syndicale en envoie parallèlement une copie à l'employeur. Et concernant la communication par voie dématérialisée, ce qui nous intéresse particulièrement, l'article L 2142.6 du Code du travail prévoit qu'un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles les informations syndicales sont diffusées par les outils numériques disponibles dans l'entreprise, à savoir le réseau intranet et les messageries professionnelles. À défaut d'accord, les organisations syndicales qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des publications et des tracts sur le site intranet de l'entreprise, mais lorsqu'il existe. Et en dehors de ces hypothèses, le législateur, malheureusement, n'a pas prévu de dispositions plus favorables. En conclusion, c'est un accord d'entreprise qui peut prévoir les modalités de communication des organisations syndicales, mais je pense aussi qu'une organisation peut tout à fait demander, par exemple à l'employeur, l'autorisation de pouvoir utiliser les emails des salariés.
Et si ce droit est accordé à une organisation, bien entendu, il doit l'être également aux autres. Tout à fait. Donc passons maintenant à la négociation d'accords d'entreprise. Étant déléguée syndicale moi-même, je sais très bien ce qu'est une négociation par visioconférence. J'ai été amenée à le faire à de nombreuses reprises cette année. Et donc la crise sanitaire a-t-elle eu réellement une incidence sur le nombre d'accords signés depuis un an? Alors, à titre préalable, je rappelle ou j'indique que le ministère du Travail n'a pas publié le nombre Oui. d'accords d'entreprise conclus en 2020. Les chiffres 2019 sont connus depuis le 12 octobre 2020. Alors, 80 780 accords d'entreprise ont été conclus en 2019, ce qui représente une hausse de 30% par rapport à 2018, où avaient été conclus 62 050 accords. S'agissant donc de l'incidence du Covid, le ministère du Travail indique en octobre dernier que 8 000 accords d'entreprise avaient été conclus depuis le mois de mars 2020. Donc entre mars et octobre 2020, 8 000 accords d'entreprise. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est que la crise sanitaire n'explique pas forcément la vivacité de la négociation collective, parce que depuis la loi travail du 8 août 2016, la négociation collective grandit, croît de manière régulière depuis 4 ans. Voilà. Donc, on observe une croissance très importante, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. Effectivement, la loi travail nous donne l'occasion de négocier sur de nombreux sujets avec les employeurs. Alors, une autre question au niveau donc de ces accords. Est-ce qu'un type d'accord se dégage un petit peu du lot et aurait été signé plus massivement cette année que les autres années? Alors oui, c'est une bonne question. Je rappelle tout d'abord, j'allais dire le droit commun. Avant la crise sanitaire, en fait, les thèmes principaux, souvent des accords d'entreprise, sont l'épargne salariale pour 70%, le temps de travail à hauteur de 15% et les salaires seulement à hauteur de 11%. Donc l'épargne salariale en premier. Plus récemment, mais ça ne vous étonnera pas, beaucoup d'accords ont porté sur l'ordonnance du 25 mars 2020 qui porte des mesures d'urgence en matière de congés payés, mais également sur le dispositif de l'activité partielle de longue durée, l'APLD, qui permet à l'entreprise confrontée à des difficultés de diminuer l'horaire de travail de ses salariés. Alors, pourquoi ces deux thèmes? Parce qu'il faut obligatoirement un accord d'entreprise pour les mettre en place. Et alors, comme on n'a pas forcément tous les chiffres du ministère du Travail, je me suis rendu sur Légifrance hier. Comme vous le savez, on peut faire des recherches d'accords d'entreprise sur Légifrance. Alors, j'ai tapé le mot-clé Covid uniquement en faisant une recherche dans le titre et 2692 résultats ressortent. Donc, des accords d'entreprise qui comportent le mot Covid dans leur texte. Ensuite, j'ai tapé le mot Covid dans le texte et ça donne 10 120 résultats. Ce qui veut dire 10 120 accords contiennent au moins le mot Covid dans le texte de l'accord. Alors, j'ai regardé un peu plus en détail quels étaient ces accords. On a évidemment beaucoup d'accords prime Covid, qui concernent l'octroi de la prime exceptionnelle aux salariés qui étaient en première ligne, comme on dit. Beaucoup d'accords qui imposent la prise de congés payés également aux salariés. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a des accords dits accords de crise Covid ou accords Covid, accords Covid-19, qui sont beaucoup plus imaginatifs et en fait qui contiennent plusieurs dispositions. Par exemple, la poursuite d'activité dans un contexte dégradé, le télétravail, l'organisation de crise dans l'entreprise. Donc, on a vraiment des partenaires sociaux imaginatifs. Et je vous invite vraiment à regarder Légifrance. On a beaucoup d'exemples d'accords d'entreprise. Oui, j'imagine qu'il y avait également beaucoup d'accords sur le télétravail Et qui sur n'étaient beaucoup pas. sur le télétravail, oui, mais il y a également beaucoup de chartes. Donc, je pensais en trouver plus sur le télétravail, mais il y en a également, bien sûr, oui, tout à fait. Venons-en donc maintenant aux réunions de CSE. Donc on va déjà consulter un petit peu les résultats du sondage.
Donc la question qui vous était posée, c'était savoir si le nombre de réunions des instances CSE avait plutôt augmenté, était resté stable ou avait plutôt diminué au cours de la période. Et vous êtes 52,9% à être dans le même cas que moi, à savoir le nombre de réunions de CSE a augmenté. Puisqu'il y a eu, entre autres, beaucoup de consultations en lien avec la gestion de la crise sanitaire, des fois des actualités propres à l'entreprise qui nécessitaient des consultations également. Alors, au niveau du reste des résultats, donc 11,8% des personnes ont néanmoins vu leur nombre de réunions de CSE diminuer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu constater notamment au sein des groupes privés d'élus que j'anime. Certains secteurs d'activité ne sont pas vraiment équipés pour la visioconférence et du coup, l'organisation de réunions était très compliquée à organiser pour eux. Alors, passons donc à nos premières questions sur les réunions. Donc, c'est une question d'un employeur qui nous demande s'il peut organiser des réunions de CSE alors que les élus sont en activité partielle. Alors, je dirais bien sûr, et on peut même dire que l'employeur n'a pas le droit de suspendre les élections du CSE durant la période de crise sanitaire, même si les élus sont en activité partielle ou en télétravail. Étant précisé de toute manière que le gouvernement a prévu un dispositif spécifique afin que les réunions puissent se tenir plus ou moins normalement. Alors, les textes sont l'ordonnance numéro 2020-1441 du 25 novembre 2020, qui porte adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel, et un décret du 3 décembre 2020, un décret 2020-15-13, prise en application de l'ordonnance. Alors, le principe, c'est que toutes les réunions du CSE peuvent se tenir en visioconférence ou en audioconférence, et il est même possible, mais à titre dérogatoire, en cas d'impossibilité de visioconférence ou d'audioconférence, de tenir des réunions du CSE par messagerie instantanée. Alors, la mise en place des outils peut toujours être aménagée par voie d'un accord, l'objectif étant justement de permettre la poursuite du dialogue social dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Je le rappelle, la fin de l'urgence sanitaire, c'est le 1er juin 2021, depuis la loi donc, du 15 février 2021. Rapidement, plusieurs conditions donc, à l'utilisation de ces dispositifs. L'employeur doit préalablement informer les membres du CSE. Le dispositif technique mis en œuvre doit évidemment garantir l'identification des membres du CSE. Il doit également permettre leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Et enfin, les suspensions de séance doivent être possibles. Effectivement. Donc, vous venez de l'aborder un petit peu. Donc, une des questions qui était posée, c'était peut-on organiser toutes les réunions de CSE en audio ou en visio? Donc, vous venez de dire que oui, c'était le cas actuellement. Vous pouvez nous rappeler juste la limite habituelle de la tenue des réunions en temps normal, les réunions du CSE par visioconférence sont possibles si un accord entre l'employeur et les membres élus du CSE le prévoit, ou à défaut d'accord, sur décision de l'employeur dans la limite de 3 réunions par année civile. Voilà, donc l'ordonnance permet à l'employeur d'imposer des réunions par visioconférence sous réserve d'informer préalablement le CSE. Et est-ce que les élus peuvent refuser ce format? Et si oui, existe-t-il un délai? Alors, les élus peuvent en effet refuser ces formats. L'ordonnance a prévu ce qu'on appelle un droit d'opposition. Les membres élus du CSE peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s'opposer au plus tard dans les 24 heures avant le début de la réunion au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour certaines informations, consultations qui sont dites sensibles. Il s'agit donc des licenciements collectifs pour motif économique, de la mise en œuvre des accords de performance collective, de la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective et de la mise en œuvre du dispositif APLD,
donc le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée. Là, je parlais donc de la conférence téléphonique et de la messagerie instantanée. Concernant la visioconférence, un même droit d'opposition est prévu pour les mêmes informations consultations dites sensibles lorsque la limite de 3 réunions par année civile est dépassée. D'accord, très bien. Donc ça laisse quand même beaucoup de marge Oui, encore pour ces réunions qui, à mon avis, ne sont pas forcément très agréables, ni pour les employeurs, ni pour les élus. c'est vrai, C'est quand même beaucoup moins convivial qu'en étant tous autour d'une table. c'est sûr. L'employeur peut-il, dans le cadre de la crise sanitaire et du protocole sanitaire appliqué en entreprise, imposer un nombre maximal de personnes en présentiel? Alors, là, j'imagine qu'on parle des élus. On parle de la Oui, 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 tout à négociation. fait. Voilà, donc on parle des élus. Donc, alors, comme le ministère du Travail le rappelle, les réunions déjà en visioconférence sont la règle, un peu comme le télétravail. Si les réunions du CSE se tiennent malgré tout en présentiel, l'employeur, évidemment, doit assurer le strict respect des règles sanitaires, port du masque, gel hydroalcoolique, stylo unique, etc. Et au-delà de ces questions, de ces aspects, il y a la question de la jauge qui est évidemment délicate s'agissant d'élus du personnel ou de représentants syndicaux. On n'a pas de réponse de l'administration qui porte précisément sur le cas des membres du CSE. En revanche, vous le rappeliez, le protocole sanitaire en entreprise prévoit que l'employeur peut fixer une jauge définissant le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans un même espace, en salle de réunion par exemple, et ceci afin de permettre la distanciation physique. Donc je pense que l'employeur pourrait, à titre très exceptionnel, dire par exemple que pour une réunion de CSE, il ne peut accepter que 5 membres ou 10 membres, mais il faut vraiment, à mon sens, des conditions impérieuses pour que l'employeur puisse justifier d'être dans l'impossibilité d'assurer une réunion présentielle de tous les membres du CSE. Voilà. Très bien. D'autant qu'avec le port du masque, Bien sûr. il y a tous les gestes barrières qui sont bien évidemment à respecter Bien sûr. dans le cadre de ces réunions. Bon, on peut Oui, imaginer qu'avec des salles de réunion un peu grandes, ça ça doit être devrait possible. pouvoir se faire. Et si l'employeur, donc par extraordinaire, limite une réunion à 5 ou 10 membres, évidemment, il ne choisit pas qui peut y assister. Ça, Ah oui, je le rappelle. c'est C'est important à important. préciser, Voilà. effectivement. Donc, ce sont aux élus à s'organiser en réunion préparatoire pour désigner qui sera présent ou pas. Voilà. Alors, autre question qui nous a été posée, c'est par rapport aux réunions mixtes, à moitié en présentiel et à moitié en visio. Le cas s'est posé notamment avec une entreprise qui a plusieurs établissements où ils avaient autorisé, entre autres, le présentiel pour les élus de région parisienne et imposé la visio aux élus de province. Du coup, en rapport avec ce que vous venez de préciser, est-ce que c'est vraiment légal et possible? Alors pour moi, ce n'est pas légal et ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce serait une discrimination qui serait infondée. Hein, ce serait une discrimination qui est simplement fondée sur un critère géographique, mais il est évident que l'employeur peut dire qu'objectivement, il ne peut accueillir que 5 participants ou 10 participants, mais il ne peut pas dire que la réunion sera réservée à des élus parisiens et que les élus de province devraient être à distance. Pour moi, c'est une discrimination qui est fondée sur un critère géographique, mais qui n'est pas justifiée du point de vue de la Hmm. loi. Donc, les Oui, réunions en présentiel pour tout le monde, ou alors on fixe une jauge, mais tant des élus de province que de région parisienne peuvent venir, mais pas de distinction selon ce critère géographique. très bien. La seule justification, en fait, qui serait possible, ce serait si au niveau des impératifs du gouvernement qui nous interdisaient des déplacements interdépartementaux.
Par exemple, Ce serait la seule justification possible pour ce oui, genre de cas. même si évidemment les déplacements sont autorisés sur dérogation, tout de même, bien souvent, c'est ce qui a été le cas dans le passé. D'ailleurs, puisque vous parliez de dérogation au niveau des déplacements, les élus ont toujours accès, bien évidemment, aux entreprises, crise sanitaire ou non, s'ils ont une enquête à y mener ou une inspection. Bien sûr, tout à fait. Très bien. Alors, autre question technique qui se pose, lors de certaines consultations, les élus sont tenus de voter à bulletin secret. C'est valable entre autres pour Mhm. les consultations lors de ruptures conventionnelles de représentants du personnel, entre autres. Comment procéder à un vote à bulletin secret quand la réunion n'a pas lieu en présentiel? Alors, la question a été prévue par un décret 2020-15-13 du 3 décembre 2020. Donc, je vais parler de l'aspect théorique rapidement, puis ensuite de l'aspect pratique. D'un point de vue théorique, le dispositif de vote à bulletin secret doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut en aucun cas être mise en relation avec l'expression de son vote. On ne peut pas savoir que monsieur Untel a voté oui, a voté non, a voté favorable, défavorable. Lorsque le vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit évidemment assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Et en pratique, comment ça se passe? C'est très simple en fait. Vous avez différents dispositifs qui existent sur le marché. L'employeur et le secrétaire du CSE, en fait, vont créer une réunion sur le logiciel avec les participants, la date, l'heure, l'ordre du jour. Ils vont saisir quelles sont les délibérations à voter. Ensuite, le logiciel va se charger d'envoyer des invitations à voter. Les élus reçoivent instantanément un SMS qui les invite à se connecter pour voter. Et le président et le secrétaire peuvent vérifier en temps réel l'ouverture, le suivi et la clôture des votes. Voilà. Et le Très bien. dépouillement, ouais, c'est très simple, le dépouillement, le partage des résultats se fait automatiquement en séance et ils sont certifiés par ce qu'on appelle ce tiers de confiance, ce dispositif sécurisé. D'accord, très bien. Donc, il faut passer impérativement par un prestataire Ah oui, extérieur c'est un à prestataire votre qui, voilà, tout à fait. Oui, oui. Très bien. Alors, il y a des questions qui se sont posées également par rapport à la. Alors, c'est une question qui se pose déjà hors crise sanitaire, j'ai envie de dire, mais d'autant plus en période de crise sanitaire où les contacts sont rendus plus difficiles. Est-ce que les délais de communication des informations aux élus en vue d'une consultation ont été modifiés ou pas pendant la crise sanitaire? Alors la réponse est oui. Oui, les délais ont été modifiés donc par un décret du 2 mai 2020, décret 2020-508, qui adapte donc temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du CSE. Alors, je précise que le raccourcissement des délais ne concerne pas toutes les informations consultation, mais uniquement celles qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Donc, c'est vraiment ce raccourcissement des délais, si vous voulez, est justifié par la nécessité de faire face à la crise. Ce n'est pas un raccourcissement des délais d'une manière générale parce qu'on est en situation de crise. Voilà, donc il concerne vraiment des informations, consultations spécifiques. Alors, cela dit, les délais ont été quand même vraiment raccourcis. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples. Alors, on a le délai minimal de transmission de l'ordre du jour aux membres du CSE qui passe de 3 à 2 jours. Donc là, il y a peu de modifications. En revanche, le délai de consultation du CSE, qui est le délai dans lequel le CSE est réputé avoir donné son avis, passe de 1 mois à 8 jours, en l'absence donc d'intervention d'un expert. Et en cas d'intervention d'un expert dans le cadre des attributions générales du CSE, le délai est réduit de 2 mois à 11 jours donc pour le CSE et de 2 mois à 12 jours pour le CSE central. Donc les délais, effectivement, ont été considérablement raccourcis. Mais le recours à l'expertise reste tout à fait possible. D'accord, très bien. Mais
au niveau des délais de communication des informations, donc vous disiez que, par exemple, que le délai pour la convocation avait lui été raccourci. Est-ce que l'employeur peut fournir les informations aux élus à peine quelques heures avant la Alors non, tenue de la réunion? l'employeur doit toujours respecter les C'est délais avec habituels. l'ordre du Oui, jour. oui, oui, tout à fait. D'accord, très, très bien. Euh, un employeur peut-il demander à ce qu'une consultation ait lieu au cours de la même réunion que Alors l'information? non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, c'est Ce n'est pas rigoureusement prévu. interdit. Non, non, tout à fait. Très bien. Et donc le délai au niveau de l'expertise, vous dites qu'il est toujours diminué Alors oui, effectivement, donc en actuellement? cadre pour l'expertise, le délai est passé de 2 mois à 11 jours pour le CSE et de 2 mois à 12 jours pour le CSE central. D'accord. Très bien. Alors je ne sais pas si nous avons eu d'autres réponses au sondage pour voir si les tendances restent les mêmes. Oui, on a eu quelques réponses supplémentaires, mais les tendances restent toujours les mêmes. C'est encore même bien augmenté. On est à 55% de nos participants qui déclarent que le nombre de réunions de CSE a beaucoup augmenté au cours de cette dernière année. Et on peut s'en réjouir au niveau du dialogue social Bien qu'il sûr. n'ait pas été rompu par cette crise sanitaire. C'est vraiment un grand bénéfice pour tous, enfin, que ce soit les employeurs, les représentants du personnel et les salariés au final. Alors, j'essaie de voir si on a quelques questions qui sont arrivées auxquelles nous n'aurions pas répondu. Alors, il y a une personne qui demandait, s'il y avait un délai de parution des accords sur Légifrance, parce qu'elle trouvait qu'on n'en voyait pas beaucoup. Un délai, c'est-à-dire dans quel délai Légifrance publie les accords? Tout à fait. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Non, je ne sais pas quel temps met Légifrance pour les publier. Et moi, j'en ai trouvé pas mal hein, quand même. Mais moi, personnellement, j'en ai vu de très récents. Donc, Oui, 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 moi, oui, c'est vrai que on peut faire une c'est recherche par date, hein. c'est probablement plus lié à un délai de dépôt, j'imagine, Oui, de la part de l'employeur entre la signature. Je pense que Légifrance publie vraiment très rapidement ces accords. Et j'en ai vu vraiment qui dataient d'il y a quelques semaines. J'y suis allée il y a quelques jours encore et on avait oui. des accords très récents qui étaient en ligne. Surtout les accords Covid, parce que sur la plateforme Téléaccord, en fait, quand vous déposez un accord, vous pouvez indiquer Covid. Et si vous indiquez D'accord, ce terme Covid, donc les services du ministère le publient très rapidement. Voilà, il d'accord, passe en très bien, priorité en fait. très bien. Alors, donc, la personne qui avait posé la question reprécise un peu sa question et nous dit que elle a trouvé très peu d'accords d'intéressement publiés. Alors ça, il faudrait que je regarde un peu plus en détail, effectivement. Là, j'avoue ne pas avoir regardé c'est ce type d'accord-là précisément, Mhm. mais on en trouve sur Légifrance en tout cas. Ça, Mais il faut c'est une jouer sur les certitude. mots-clés, hein. Il faut jouer Oui, oui, oui. intéressement, épargne salariale, il faut, voilà, des fois, il faut Le, jouer avec les mots-clés, oui. le moteur de recherche n'est pas l'outil qui fonctionne le mieux sur Oui, c'est Légifrance, vrai. effectivement. Donc, changer le terme de Oui, recherche oui. est effectivement une très bonne astuce. Merci. Donc, il ne semble plus y avoir de questions. Ah, alors si, pardon. Alors, sans faire de publicité trop, l'une de nos internautes demande si vous avez des outils de conférence en ligne que vous recommanderiez pour ce qui concerne
le respect de la RGPD et la confidentialité. Vous en auriez un qui vous viendrait à Alors, l'esprit là comme ça au je peux débeauté? l'envoyer par mail ou le dire ou est-ce que vous m'autorisez à le dire ou je Oui, peux lui oui, oui, envoyer par dites-le, mail cette dites-le. façon? Bah, on a DocuSign donc qui permet des signatures en ligne et pour l'outil Non, de non, alors vote. c'était les outils de conférence en ligne, pardon. Alors pour les outils de conférence en ligne, non, il y a des outils Teams, Google Meet, il y en a pas mal qui existent, hein. Il y en a pas mal. C'est généralement ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Très bien. Voilà. Et pour le vote par correspondance, il y a l'outil Helios avec un H qui est pas mal, qui est conseillé par le D'accord. ministère notamment. Pour le vote à distance, enfin, Pour ça le se fait vote par informatique? secret. Oui, Oui, oui. d'accord. Alors, il y a une question, mais là, c'est mon ordinateur qui me... y a-t-il un formalisme à mettre en place auprès du CSE sur les mesures sanitaires mises en place au sein de l'entreprise au niveau des salariés identifiés à risque? Alors ça, c'est une question qui est un petit peu hors sujet par rapport à la thématique que nous souhaitions aborder, mais n'hésitez pas à contacter Maître Bergeau, hein. Vous avez son adresse mail qui apparaît à l'écran. Je ne doute pas qu'il se fera un plaisir N'hésitez pas à de m'écrire. vous répondre. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, prérogative du président du CSE concernant ses réponses par mail à des questions posées en plénière. Et là, je ne vois pas exactement. Si la personne qui a posé cette question pouvait la préciser un tout petit peu. Alors, il y a une question qui vient d'arriver sur les délais de remise d'avis suite à consultation sont également modifiés. Oui, c'est ce Oui, que vous expliquiez tout tout à à fait. l'heure, maître. Ils ont été considérablement réduits, effectivement, oui. Alors, la personne qui a posé la question sur le président ne semble pas, enfin sur les prérogatives du président, ne semble pas clarifier un petit peu ce qu'elle voulait savoir. Enfin, j'imagine que c'est quelles sont les prérogatives du président du CSE concernant ses réponses par mail à des questions posées en plénière. Alors, est-ce on parle de la messagerie instantanée, par exemple? Est-ce que c'est ça? On parle d'email, On parle manifestement. d'email. Bah, en fait, j'imagine que la question, est-ce que la question, c'est est-ce que l'employeur peut décider que chaque personne a pu librement s'exprimer via la messagerie électronique ou via l'email, enfin, enfin, à partir de quel moment l'employeur peut dire que les débats sont clos? Est-ce que c'est ça? Je vois pas, je vois pas. Oui, En fait, chacun doit pouvoir s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est que durant la réunion CSE, quand elle se tient en visioconférence, audioconférence ou messagerie instantanée, chaque personne doit vraiment pouvoir s'exprimer. Les débats doivent être tenus de manière loyale. Et évidemment, au bout d'un certain moment, on peut décider qu'il a été répondu à la question. Tout à fait. Mais il faut en référer au secrétaire du CSE également. Oui, effectivement. Voilà. Alors, faut-il un accord des salariés pour le report des congés payés? Il faut carrément un accord d'entreprise, n'est-ce pas, maître? Et oui, oui, il y en a, et tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'employeurs qui pensent que c'est une prérogative qui est de droit, que l'ordonnance l'a prévu, mais non, non, il faut un accord d'entreprise. Il faut vraiment un accord d'entreprise qui peut être conclu avec un syndicat ou avec des salariés. Un accord d'entreprise est possible même dans les entreprises de moins de 11 salariés. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, une dernière question concernant les suspensions de séance. Est-ce que le président peut limiter dans le temps la durée des suspensions de séance? Non, il n'y a pas de limitation particulière prévue. Mais c'est Donc, une question de bonne foi. C'est tout simplement une question de bonne foi, mais non, non, il n'y a pas de règle particulière sur le sujet. Pas de règle très particulière. bien.
Eh bien, merci beaucoup et merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions Merci à vous de m'avoir invité. supplémentaires qui arrivaient au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vraiment contacter Maître Bergeau pour toutes vos questions. Il se fera un plaisir de vous répondre. Je le confirme. J'espère que ce format vous a plu et que vous avez obtenu pour une grande partie d'entre vous réponse à vos questions. J'invite également les élus à nous rejoindre sur nos 2 groupes privés, sur Facebook et sur LinkedIn, où nous pourrons continuer les échanges. Mes collègues Alice et Alexandra sont en train de vous envoyer les liens sur le chat. Donc, merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux à assister à cette webconférence. Au revoir, à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, madame.